Avant de plonger dans cette histoire, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne manquer aucune histoire de ce genre. Ici, chaque histoire révèle des secrets que beaucoup ont tenté de dissimuler. N'hésitez pas à commenter « D'où regardez-vous » maintenant. Il ne trouva jamais la paix dans cette maison bordelaise. Peu importait l'heure, la saison ou le silence apparent des rues élégantes qui l'entouraient. Il y avait toujours quelque chose qui clochait, quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui semblait l'observer même lorsqu'il était seul. La propriété se situait dans un vieux quartier, entouré de hauts murs de pierre noircis par le temps. De l'extérieur, elle s'imposait comme une demeure classique, héritage d'une famille traditionnelle, symbole de réussite et de prestige. À l'intérieur, pourtant, l'atmosphère était lourde, dense, comme si la maison respirait lentement, attendant le moment propice pour se révéler. Julien Morand y avait vécu depuis son enfance. Il avait hérité de la maison à la mort subite de son père, homme respecté de la ville, connu pour sa rigueur, son silence constant et son influence discrète dans les hautes sphères bordelaises. Pour les voisins, la famille Morand avait toujours été un modèle de tradition et de discrétion. Pour Julien, ce n'était qu'un nom qui pesait sur ses épaules, comme une condamnation. Depuis son plus jeune âge, il sentait que quelque chose clochait dans cette maison. Ce n'était pas une peur manifeste, ni des événements clairement surnaturels. C'était un malaise persistant, des portes qui semblaient changer de place, des bruits secs provenant de pièces vides. L'écho de pas dans le couloir, à l'étage, même lorsqu'il était absolument certain d'être seul. Julien a appris à ignorer, à faire semblant de ne pas entendre, à accepter le silence comme une règle. Son père ne tolérait jamais les questions. Toute tentative de curiosité était aussitôt réprimée d'un regard froid et d'un ordre sec. Certains endroits de la maison étaient interdits. La cave, par exemple, restait toujours fermée à clé. Aucune explication, seulement l'imposition de limites à ne jamais franchir. Après la mort de son père, Julien pensait enfin trouver la liberté, mais la maison semblait l'avoir envahi. Le silence devint plus pesant, les nuits plus longues. La vieille horloge du salon s'arrêtait chaque nuit à la même heure, 3h17. Toujours la même minute. De l'autre côté de cette scène se trouvait Madeleine Fournier, une femme respectée de la ville, directrice d'un petit centre d'archives historiques locales. Contrairement à Julien, Madeleine semblait appartenir à ce quartier. Elle arpentait les rues avec assurance, connaissait les noms, les dates, les histoires. Elle était connue pour son obsession de préserver le passé bordelais, en particulier celui que beaucoup préféraient oublier. Ce que personne ne savait, c'est que Madeleine observait la maison des Morand depuis des années. Non par simple curiosité, mais par nécessité. De vieux documents, des archives fragmentaires, des récits décousus pointaient toujours vers la même adresse. Cette propriété apparaissait régulièrement dans des dossiers incomplets, liés à des événements jamais officiellement élucidés. Julien et Madeleine se sont rencontrés par hasard. Une rencontre simple, presque anodine, lors d'une visite de Julien aux archives à la recherche de documents relatifs à l'héritage de sa famille. Elle a immédiatement reconnu le nom de famille. Lui, de son côté, a éprouvé un malaise immédiat face à cette attention excessive. Madeleine ne posa pas de questions directes. Elle se contenta de faire remarquer presque innocemment que la maison était chargée d'une histoire trop longue pour rester silencieuse. Julien ne répondit pas. Il avait appris très tôt que le silence était plus sûr, mais le conflit était déjà en cours. Les jours suivants, Julien commença à remarquer de subtils changements. Le plancher du couloir grinçait par endroits, le miroir ancien de la chambre reflétait des angles impossibles. Une odeur métallique se dégageait de certaines pièces, notamment près de la porte menant au sous-sol. Il s'efforçait de maintenir sa routine, travail, repas rapide, nuit blanche. Mais le sentiment d'être mené, lentement poussé vers l'inévitable, s'intensifiait de jour en jour. Madeleine, quant à elle, avançait discrètement. Elle recoupait les informations, comparait les dates, relisait d'anciens rapports de disparition non élucidés, toujours à proximité.
toujours enveloppé du silence institutionnel, toujours lié, d'une manière ou d'une autre, à la famille Morand. Ce que Julien ignorait, et ce que Madeleine commençait à craindre, c'est que la maison n'était pas seulement chargée de souvenirs. Elle recelait des conséquences, et la vérité qui approchait n'y était pas enfouie par hasard. Elle avait été gardée là, parce qu'elle n'était pas censée être révélée au grand jour. Plus Julien s'efforçait d'ignorer ce malaise, plus la maison semblait réagir, comme si elle pressentait que le silence touchait à sa fin. La maison Morand n'était pas seulement ancienne, elle semblait hors du temps, tandis que les demeures alentours avaient été restaurées et subtilement modernisées. Celle-ci était restée presque intacte, comme si toute tentative de changement était silencieusement rejetée. Les murs intérieurs laissaient apparaître des marques irrégulières sous la peinture claire, comme si d'anciennes couches s'obstinaient à ressurgir. Le plancher de bois grinçait de façon irrégulière, révélant des parties anciennes et d'autres hâtivement remplacées sans le moindre souci esthétique. Julien connaissait chaque couloir, mais il n'avait jamais l'impression de les maîtriser. Certains espaces semblaient rétrécir la nuit, d'autres paraissaient interminables, notamment le couloir menant à l'aile ouest, une partie de la maison rarement utilisée, où se trouvaient d'anciennes chambres d'amis et un escalier secondaire descendant presque jusqu'au sous-sol. L'éclairage y était toujours défaillant, même après avoir changé les ampoules. La vie de Julien était simple et paisible. Il travaillait de chez lui, examinant des documents juridiques pour des petites entreprises du quartier. Il évitait les visites et les questions. Sa réserve était le fruit de son éducation. On lui avait appris que trop observer pouvait être source de problèmes. Pourtant, un malaise grandissait en lui, l'impression que sa seule présence dans cette maison ne suffisait pas à y instaurer la stabilité. Le passé refaisait surface par bribes. De vieilles photos, oubliées dans des tiroirs, montraient des gens que Julien ne reconnaissait pas. Sur certaines images, des gribouillis avaient effacé les visages avec une violence excessive. Sur d'autres, le décor semblait plus important que les sujets représentés. Des couloirs, des portes, des escaliers. Toujours la maison, toujours elle. Madeleine Fournier, en revanche, vivait entourée des souvenirs des autres. Les archives historiques où elle travaillait occupaient un vieil immeuble au cœur de Bordeaux, près de la Seine. Là, le passé n'était pas seulement étudié, il était classé, organisé et souvent édulcoré. Madeleine le savait mieux que quiconque. Elle avait appris au fil des années que tout ce qui figurait dans les archives officielles ne correspondait pas à la vérité tout entière. Elle était méticuleuse, presque obsessionnelle. Elle relevait les schémas, les noms qui revenaient sans cesse, les dates qui coïncidaient de façon troublante. Ces derniers mois, un ensemble de documents avait particulièrement retenu son attention. D'anciennes plaintes, classées comme incohérentes, concernant des disparitions survenues après la guerre. Les adresses variaient, mais un nom apparaissait sans cesse comme intermédiaire, jamais comme suspect direct, Morand. L'influence de la famille dans la ville expliquait beaucoup de choses. Les permis étaient délivrés en un clin d'œil, les enquêtes étaient étouffées, les rapports classés sans suite. Bordeaux, à cette époque, cherchait à redorer son image, et certains scandales ne collaient tout simplement pas aux discours officiels. Madeleine ne considérait pas Julien comme coupable. Au contraire, il y avait chez lui quelque chose qui laissait penser à une ignorance sincère. Pourtant, elle se devait d'enquêter. Non par curiosité, mais par devoir. Les documents révélaient qu'à une certaine époque, la maison avait servi à bien plus qu'à une simple habitation. Des travaux de rénovation intérieure non déclarés, une consommation de matériaux inhabituels, des registres d'employés temporaires dont les noms n'apparaissaient nulle part ailleurs. Entre-temps, Julien commençait aussi à remarquer des changements à l'extérieur de la maison. Les voisins évitaient son regard pendant de longs moments. Les conversations s'interrompaient dès qu'il s'approchait. Un vieil homme qui passait tous les matins dans la rue marmonna quelque chose d'inaudible en franchissant le portail, faisant un rapide geste de la main comme pour conjurer le mauvais sort. La nuit, Julien se mit à rêver d'endroits de la maison où il n'avait jamais mis les pieds consciemment. Des rêves sans récit précis,
seulement des sensations. La froideur des murs de pierre, l'odeur métallique plus intense, le bruit étouffé de quelque chose qu'on traîne. Il se réveillait toujours à la même heure, l'horloge arrêtée, enveloppée d'un silence presque agressif. En recoupant les informations avec de nouveaux documents, Madeleine a trouvé un ancien plan de la propriété. Sur ce plan, le sous-sol était plus grand qu'aujourd'hui. Une partie de la structure semblait avoir été condamnée. Non pas démolie, mais condamnée. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas simplement d'un passé oublié. Il y avait un effort délibéré pour maintenir certaines parties inaccessibles, tant physiquement qu'historiquement. Julien sentait que quelque chose approchait sans même savoir quoi. Madeleine savait que tôt ou tard, la vérité exigerait une confrontation. Et la maison demeurait là, immobile, comme un lien silencieux entre deux destins qui n'auraient jamais dû se croiser. Les premiers signes annonciateurs d'une situation qui allait dégénérer apparurent de façon pratique, presque banale. Un matin gris, Julien décida de réaménager une des pièces de l'aile ouest. Sans raison particulière, il avait simplement l'étrange impression que cet espace l'attendait depuis trop longtemps. Entraînant une vieille armoire, trop lourde pour sa structure simple, il découvrit des marques sur le sol, des rayures profondes et parallèles qui ne correspondaient pas à l'emplacement initial du meuble. L'armoire avait déjà été déplacée, à plusieurs reprises. Cette réalisation le laissa immobile quelques secondes. Il connaissait la maison. Il était certain de n'avoir jamais touché ce meuble. Pourtant, les griffures indiquaient des mouvements répétés, toujours dans la même direction, vers le mur du fond, où un panneau de bois dissimulait quelque chose qui ne l'avait jamais intrigué jusque-là. Julien essaya de l'ignorer, mais le malaise devint physique. Une oppression dans la poitrine, une étrange chaleur dans l'air. L'air semblait plus raréfié. En touchant le panneau, il constata que le bois était trop froid pour la température ambiante. Il n'y avait pas de poignée, juste un joint presque invisible entre les planches. Il a battu en retraite. Le même jour, Madeleine progressait sur un autre front. Un ancien employé municipal, désormais retraité, avait accepté de la rencontrer après des semaines d'insistance. L'entretien eut lieu dans un café discret, loin du centre-ville. L'homme parlait à voix basse, jetant fréquemment des coups d'œil autour de lui, comme s'il craignait encore d'être entendu. Il n'a pas mentionné directement la maison des Morand. Il a parlé d'un endroit où les inspections étaient toujours reportées, où l'on recevait des ordres de classer les affaires, où des camions entraient la nuit et repartaient à vide. Il a dit que poser trop de questions avait coûté leur emploi à des collègues. Enfin, il a déclaré avoir appris à ne plus poser de questions lorsque le nom de famille en question était Morand. Madeleine n'a pas insisté, elle en avait déjà assez. Entre-temps, Julien commença à remarquer des pertes de temps inexplicables. Les heures s'évaporaient, il s'asseyait pour travailler, et, lorsqu'il levait les yeux, la lumière du jour avait déjà complètement changé. Il ne ressentait aucune somnolence, ni aucun souvenir précis de ce qu'il avait fait pendant ce temps. Juste une étrange fatigue, comme après un effort physique intense. Les nuits devenaient de plus en plus pénibles. Le bruit des pas ne provenait plus seulement de l'étage. Il venait des murs, du sol, un bruit sourd et rythmé, comme si l'on poussait lentement quelque chose, toujours accompagné de cette odeur métallique qui se répandait désormais plus fréquemment. Julien tenta de quitter la maison quelques jours. Il logea dans un hôtel modeste, loin du quartier. Il dormit mieux la première nuit, mais se réveilla avec la même sensation d'oppression à la poitrine. Le lendemain, il eut l'étrange certitude d'être observé, même à l'extérieur de la propriété. Le troisième jour, il rentra. La maison semblait différente, plus calme, comme si elle était apaisée. Madeleine décida de le confronter. Non pas avec des accusations, mais avec des bribes de vérité. Elle rendit visite à Julien sous prétexte de dissiper des doutes concernant l'héritage. Dès qu'elle entra, elle ressentit ce même malaise décrit dans tant de récits anciens. L'air lourd, cette sensation d'oppression. Elle remarqua presque aussitôt le panneau dans l'aile ouest. Au cours de la conversation, Julien manifestait une résistance involontaire. Il changeait de sujet, évitait certains thèmes, comme si quelque chose l'empêchait d'avancer. Madeleine remarqua de subtils moments d'hésitation, des réponses incomplètes, de longs silences, une certaine confusion lorsqu'il évoquait des souvenirs d'enfance.
quand elle évoqua les rénovations non consignées et les parties condamnées de la maison. Julien pâlit. Non pas de culpabilité, mais d'une prise de conscience tardive. Quelque chose dans sa mémoire commença à se réorganiser de façon troublante. Avant qu'il ne puisse approfondir la question, un bruit sec résonna depuis l'étage inférieur, un coup sourd et lourd provenant du sous-sol. La maison semblait avoir réagi à leur conversation. Ils se turent tous les deux. À cet instant, le conflit cessa d'être simplement historique ou psychologique. Il devint immédiat, physique, impossible à ignorer. La maison ne se contentait plus d'observer. Elle a exigé d'être confrontée à la situation. Après le bruit provenant de la cave, plus rien ne fut dit cet après-midi-là. Madeleine quitta la maison peu après, non sans avoir remarqué quelque chose qui la troubla profondément. En franchissant le portail, elle éprouva un soulagement distinct, comme si elle quittait un espace qui avait comprimé ses pensées. Julien, quant à lui, demeurait immobile dans le salon, sentant le poids de la maison se réorganiser autour de lui. Cette nuit-là, il ne put fermer l'œil, non pas par peur, mais par une agitation constante, comme si un complot se tramait. Il décida alors de faire quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire, fouiller dans les affaires personnelles de son père. Des cartons entreposés au grenier, recouverts d'épais draps et de vieilles poussières, contenaient des carnets, des reçus et des lettres jamais envoyées. Parmi des papiers d'apparence banale, Julien découvrit un carnet différent, sans titre, sans date, juste des listes, des noms incomplets, des adresses barrées, de petits symboles dessinés à répétition à côté de certaines notes. Aucune explication. Mais le schéma était clair. Ces noms avaient disparu des registres officiels après un certain moment. Parallèlement, Madeleine se heurtait à une résistance croissante aux archives. Ses demandes d'accès étaient refusées sans justification claire. Un supérieur l'a convoqué pour une conversation informelle, laissant entendre que certains dossiers ne justifiaient pas d'être rouverts. Le ton était poli, mais le message était clair. Elle franchissait des limites établies depuis des décennies. Cette pression révéla une réalité troublante. Le silence à Bordeaux n'était pas seulement le fruit du passé, mais d'un accord tacite. Des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées maintenaient, encore aujourd'hui, cette même attitude d'omission. Non par loyauté, mais par crainte de déstabiliser un statu quo jamais véritablement apaisé. Julien commença à être sujet à des pertes de mémoire plus intenses. Lors de l'une d'elles, il se retrouva devant la porte du sous-sol, la main sur la serrure, incapable de se souvenir comment il était arrivé là. Son cœur battant la chamade lui indiquait que son corps en savait plus que son esprit ne voulait bien l'admettre. Il recula, mais le sentiment que cette décision ne lui appartenait pas entièrement persistait. Une autre complication surgit lorsqu'un voisin de longue date, désormais âgé, déposa une enveloppe anonyme dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, il n'y avait qu'une vieille photographie de la maison, prise sous un angle inhabituel, montrant une entrée latérale qui n'existait plus. Au dos, une phrase écrite d'une main tremblante « Tout le monde n'est pas parti ». La pression du temps commençait à se faire sentir. Madeleine apprit que certains des documents qu'elle examinait seraient transférés sur un support de stockage externe dans quelques jours, rendant leur accès pratiquement impossible. Julien, quant à lui, sentait la maison s'animer de plus en plus, comme si elle réagissait à l'avancement de ses découvertes. Les intrigues secondaires convergeaient lentement, le passé occulté, le silence institutionnel, l'héritage familial et la maison elle-même formaient un système clos. Rien n'y était isolé. Chaque tentative d'avancer provoquait une réaction équivalente, comme si la vérité avait été soigneusement stratifiée, exigeant des sacrifices pour être atteinte. Julien comprit, avec un malaise croissant, qu'il n'était pas un simple habitant de ce lieu. Il faisait partie intégrante du mécanisme qui maintenait tout sous contrôle, et le temps de l'ignorance était compté. Le tournant ne s'est pas produit de façon explosive. Il est arrivé doucement, presque discrètement, comme tout le reste dans cette maison. Julien a remarqué le changement en se réveillant un matin et en voyant l'horloge du salon. Nonel s'était arrêté à 3h17.
Pour la première fois de mémoire d'homme, les aiguilles de l'horloge avançaient normalement. Le silence avait quelque chose de différent, non plus oppressant, mais empreint d'attente. Il sentait clairement que quelque chose avait été autorisé. La maison ne tenait plus. Elle s'effondrait. Animé d'une détermination dont il n'était pas tout à fait convaincu, Julien descendit dans l'aile ouest. Le panneau de bois, qui semblait auparavant faire partie intégrante du mur, saillait légèrement, comme s'il avait été mal remis en place. En appuyant sur un point presque invisible, le bois céda avec un craquement sec, révélant une étroite ouverture. Derrière elle, un vieil escalier descendait en pente raide. L'air qui s'en dégageait était froid, chargé d'une forte odeur métallique mêlée à une odeur de vieille moisissure. Julien hésita une seconde avant de descendre. Cet espace caché n'apparaissait sur aucun plan récent de la maison. Il s'agissait d'une extension du sous-sol, construite en pierre brute et éclairée seulement par la faible lumière provenant du plafond. Au fond, une pièce plus grande présentait un sol inégal et des marques profondes sur les murs, rayures, impacts, traces d'un confinement de fortune. C'est là que les souvenirs ont commencé à s'effriter. Non pas sous forme d'images nettes, mais sous forme de sensations corporelles, le poids de l'air, le son étouffé des voix, une peur qui n'était pas tout à fait la sienne. Julien eut la nausée en réalisant que ces petits souvenirs ne provenaient pas seulement de la maison. Ils provenaient de lui. Pendant ce temps, Madeleine atteignait son propre point de rupture. Un dossier qu'elle croyait perdu réapparut inopinément dans une boîte nouvellement cataloguée. À l'intérieur, un rapport incomplet décrivait la propriété Morand comme un lieu de détention temporaire, durant une période d'instabilité politique. Le terme était vague, volontairement neutre, mais une note en marge changea tout. Le propriétaire actuel est au courant des fonctions de la propriété. Julien avait toujours été la personne en charge. La révélation la plus dévastatrice n'était pas de découvrir que la maison avait servi à des fins néfastes. C'était de comprendre que son père non seulement le savait, mais qu'il avait préparé Julien depuis son enfance à endosser ce rôle. Le silence, les zones interdites, la répression de la curiosité, tout cela faisait partie d'une méthode de transmission, non pas d'information, mais de tolérance. Tolérer ce qui ne devrait pas être accepté. Dans cet espace caché, Julien découvrit un document qui confirmait la dernière pièce du puzzle, un document récent, pas vieux de plusieurs décennies, pas historique, actuel. Une courte liste, écrite de la main de son père, mise à jour jusqu'à quelques mois avant sa mort. La maison n'était pas simplement un vestige du passé, elle n'a jamais manqué à son devoir. Lorsque Julien sortit de cet espace, tremblant, le souffle court, la maison sembla s'adapter à lui. Les portes grinçaient légèrement. Le sol vibrait sous ses pieds, non pas comme une menace, mais comme une reconnaissance. Il le savait maintenant, et savoir cela signifiait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La découverte n'apporta pas de clarté immédiate. Elle engendra une certaine instabilité. Julien passa le reste de la journée dans un état quasi automatique, parcourant la maison comme s'il redécouvrait chaque espace. Les pièces semblaient plus petites, les murs plus proches. Ce qui n'était auparavant qu'un simple malaise s'était mué en une prise de conscience soudaine, rendant le tout plus lourd. Il tenta de le nier. Il essaya de se convaincre que le dossier récent pouvait avoir une autre explication, que la liste ne signifiait pas une continuité, que la maison n'était qu'un symbole déformé d'une culpabilité héritée. Mais chaque tentative de rationalisation était anéantie par de petites réactions de son environnement, des craquements immédiats à l'idée de partir, une odeur métallique qui se dégageait dès qu'il approchait de la porte de sortie, une chute brutale de température lorsqu'il songeait à appeler les autorités. La maison n'offrait aucune échappatoire émotionnelle. Madeleine a réagi différemment. Après avoir confirmé que l'utilisation de la propriété s'étendait jusqu'à une époque récente, elle a compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur historique ni d'un crime étouffé. Un mécanisme était toujours en vigueur. Des personnes vivantes perpétuaient un système ancien.
Son premier réflexe fut de le signaler immédiatement, mais cette action entraîna des conséquences quasi instantanées. Le lendemain matin, l'accès au dossier était totalement suspendu. Son badge était inopérant. Un avis officiel l'attendait à l'accueil, mentionnant un examen administratif. Aucune accusation directe, aucune explication concrète, juste une exclusion tacite. Julien tenta d'appeler Madeleine à plusieurs reprises. Lorsqu'il parvint enfin à lui parler, sa voix était contenue, trop maîtrisée pour quelqu'un qui venait d'être licencié après des années de service. Elle ne demanda aucun détail. Elle dit seulement qu'elle comprenait désormais la raison de la peur qui s'était emparée de la ville, et que, désormais, le moindre faux pas aurait des conséquences irréversibles. Les réactions émotionnelles ne se manifestaient pas par des explosions. Elles prenaient la forme d'épuisement. Julien commençait à perdre à nouveau la notion du temps, mais il comprenait désormais ce qui se passait durant ces intervalles. Des tâches accomplies, des portes vérifiées, des dossiers classés. La maison nécessitait un entretien fonctionnel, non émotionnel. Il ne se souvenait pas d'avoir accompli ces actions, mais les résultats étaient là. La conséquence la plus importante fut intérieure. Julien comprit qu'il n'avait pas été préparé à accepter la vérité. Il avait été façonné pour continuer. Son malaise constant n'était pas un rejet de son rôle hérité, mais une résistance incomplète. La maison réagit non par malice, mais par instinct de survie. Madeleine, quant à elle, se retrouvait isolée. Ses amis évitaient tout contact. Ses anciens collègues ne répondaient pas à ses messages. La pression n'était pas manifeste, mais elle était bien réelle. Elle comprit que la ville entière fonctionnait comme un prolongement de son foyer, silencieuse, complice, conditionnée à détourner le regard. Le tournant se concrétisait désormais. Il n'y avait plus de réflexion théorique. Le risque était bien réel. Julien était contraint d'endosser un rôle qu'il n'avait pas choisi. Madeleine était réduite au silence absolu. Et tous deux comprirent, presque simultanément, que la prochaine étape exigerait bien plus que la simple survie. Cela nécessiterait une pause. Le dépassement des difficultés ne commence pas par le courage, mais par le refus. Julien passa des jours à lutter contre des pulsions qu'il ne reconnaissait pas comme étant les siennes. De petits gestes surgissaient comme des idées toutes faites. Vérifier les serrures, réorganiser les cartons, consulter des documents cachés. Et pour la première fois, il résista consciemment. Chaque refus provoquait une réaction immédiate de la maison. Le long craquement du plafond, la vibration presque imperceptible du sol, le retour insistant de l'odeur métallique. Malgré tout, il persista. La résistance était épuisante, non pas physique, mais mentale. Comme s'il luttait contre une vieille habitude profondément ancrée. Julien comprit que le rôle hérité ne fonctionnait pas par des ordres directs, mais par conditionnement. La maison ne contrôlait pas, elle suggérait, et il avait appris, depuis l'enfance, à obéir sans même s'en rendre compte. Cette reconnaissance marqua le début de sa transformation. Au lieu d'éviter cet espace caché, Julien y retournait délibérément, non pour y accomplir des tâches, mais pour l'observer. Il y apporta de la lumière, y laissa des traces, photographia les murs, nota tout ce qui avait été auparavant ignoré. Chaque action consciente atténuait la sensation d'automatisme. La maison réagissait moins, comme si elle se déprogrammait lentement. Madeleine dut elle aussi s'adapter. Faute d'accès aux archives officielles, elle se tourna vers des sources parallèles, copies personnelles, notes anciennes, témoignages oraux ignorés par l'historiographie officielle. Elle découvrit que d'autres propriétés avaient rempli des fonctions similaires par le passé, mais que la plupart avaient été détruites, profondément rénovée ou abandonnée. La propriété Morand était restée en activité car elle n'avait jamais été morcelée de l'intérieur. Julien était l'équilibriste de la continuité. La pression s'intensifia lorsqu'il commença à manifester des signes physiques de changement. Il dormait moins, mais ses rêves étaient plus clairs. Il se réveillait fatigué, mais alerte. Il ne perdait plus la mémoire pendant des heures. En revanche, il était confronté à de longues périodes de tension, suivies de brefs instants de silence absolu dans la maison. Un silence différent, instable, presque vulnérable.
Il prit une décision qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. Il commença à retirer des objets de l'espace caché. Il ne détruisit rien. Il les ramena simplement à la surface. Des chaînes rouillées, des disques, des instruments de fortune. Chaque objet exposé semblait ôter de la force au lieu qui les avait dissimulés pendant des décennies. Madeleine observait la scène avec une inquiétude grandissante. Elle savait que révéler la vérité ne garantissait pas la justice. Dans certains cas, cela ne faisait qu'attiser les réactions violentes. Pourtant, elle comprenait que Julien ne cherchait plus seulement à survivre. Il était en train de transformer son rapport à cet héritage qui lui avait été imposé. Cette évolution n'avait rien d'héroïque. Elle fut douloureuse, progressive et solitaire. Julien ne se voyait ni comme un sauveur, ni comme le seul coupable. Pour la première fois, il se voyait capable de rompre un cycle, même sans en connaître précisément le prix. La maison, privée de secrets et de routine, commença à révéler de véritables failles. Des canalisations éclatèrent, des portes se bloquèrent, des parties de la structure cédèrent légèrement. Non pas suite à une attaque, mais à cause d'un effondrement fonctionnel. Le système était contraint d'évoluer, et Julien comprit que le véritable dépassement ne consistait pas à détruire la maison, mais à refuser de continuer à être ce dont elle avait besoin qu'il soit. La préparation n'a pas apporté le calme, elle a apporté l'urgence. À mesure que Julien dévoilait des parties de l'espace caché, la maison entra dans un état instable. Le silence prolongé devint rare. À sa place, des craquements constants, des vibrations irrégulières et des changements de température brusques, sans rapport avec le climat extérieur, apparurent. La structure réagissait comme un organisme privé de ses fonctions essentielles. Julien savait qu'il approchait d'une limite. Non seulement physique, mais aussi symbolique. Au-delà d'un certain point, la maison ne pourrait plus remplir le rôle qu'elle avait tenu pendant des décennies. Il commença à tout répertorier systématiquement, rangeant documents, photographies et objets dans des boîtes clairement étiquetées. Il ne cachait plus rien, il ne les scellait plus, il les préparait. Madeleine, de son côté, parvint à entrer en contact avec une personne hors de la ville. Un chercheur indépendant spécialisé dans les affaires criminelles étouffées. La communication fut brève et directe. Elle ne transmit pas de conclusions, seulement des preuves brutes. Elle savait qu'une fois hors de Bordeaux, le contrôle local s'affaiblirait. Le temps devenait un facteur crucial. Un avertissement informel parvint à Julien par l'intermédiaire d'un intermédiaire anonyme. La propriété ferait l'objet d'une expertise structurelle dans quelques jours. Le terme était trop connu pour être ignoré. Expertise signifiait intervention. Intervention signifiait la démolition de tout ce qui ne devait pas être visible. La maison semblait également le comprendre. La nuit suivante, Julien entendit le bruit le plus intense depuis le début, quelque chose de lourd qu'on traînait dans l'espace caché, suivi de chocs brefs et répétés, comme des tentatives pour le bloquer. En descendant, il constata qu'une partie de l'escalier s'était partiellement effondrée. Ce n'était pas un accident, une opération de confinement. La maison tentait de se refermer d'elle-même. Julien n'hésita pas. Il retira les obstacles de fortune, se blessant même les mains au passage. Chaque mouvement provoquait de violentes réactions autour de lui, mais il poursuivit sa route. Il n'y avait plus de place pour reculer. L'affrontement final ne serait pas un choix, il serait inévitable. Madeleine rentra chez elle le soir même. Pour la première fois, ils prirent pleinement conscience de la situation. Ils n'échangèrent pas de longs discours. Ils se contentèrent de coordonner leurs actions. Elle organiserait les dossiers. Ils veilleraient à ce que rien ne soit de nouveau scellé. La tension montait non pas par des explosions, mais par une accélération constante. La maison craquait, comme sous une pression interne. Des morceaux de plafond laissaient échapper de la poussière. L'électricité était coupée par intermittence. Tout indiquait que le système était sur le point de réagir de manière extrême. Julien comprit que le point culminant ne serait pas seulement la révélation finale, mais aussi le moment où la maison tenterait, pour la dernière fois, d'imposer la continuité. Et il devrait décider là, tout de suite, s'il allait rompre définitivement le cycle, ou laisser tout être enterré une fois de plus.
Le point culminant a commencé avant même que quiconque puisse le nommer. L'électricité fut complètement coupée peu après minuit. Le silence qui suivit ne fut pas immédiat. D'abord, un craquement profond se fit entendre, venant de l'intérieur des murs, comme si quelque chose s'était détaché définitivement. La maison ne réagissait plus par à-coups. Elle était totalement immobilisée. Julien et Madeleine se trouvaient dans l'espace caché lorsque tout a commencé. Les lampes torches n'éclairaient que des parties de la pièce, projetant des ombres irrégulières sur les murs de pierre. L'air se refroidissait, devenant si lourd qu'il était difficile de respirer. L'odeur métallique était devenue insoutenable, comme si le lieu lui-même se dévoilait pour la première fois. Puis vinrent les sons. Aucun bruit de pas, aucun traînement. Des voix étouffées, multiples, superposées, sans origine apparente. Ce n'étaient pas des dialogues reconnaissables, mais des fragments de sons humains compressés et répétés, comme des échos prisonniers de la structure. Madeleine se figea. Julien en ressentit l'impact physique, non pas la peur, mais une reconnaissance absolue. La maison ne servait pas uniquement à conserver des disques, il a fait sentir sa présence. Le sol trembla si violemment qu'une partie de la paroi latérale s'effondra, révélant un compartiment encore plus ancien, grossièrement scellé. À l'intérieur, des effets personnels étaient mêlés à des vestiges de construction de fortune. Aucun rangement, aucun respect de la dignité, juste du confinement. Julien s'avança le premier, non par bravoure, mais parce qu'il avait compris une chose essentielle à cet instant. La maison n'avait pas survécu grâce à sa force, mais grâce à lui, grâce à quelqu'un qui accepterait de continuer. Le moment décisif survint lorsqu'il découvrit la dernière trace, non pas écrite, mais architecturale. Un mécanisme simple, presque invisible, relié à la structure principale. Un système de fermeture définitif, non pas pour protéger, mais pour sceller l'ensemble. Son père n'avait pas prévu l'éternité. Il avait prévu une mutation. Julien avait compris que le véritable enjeu n'était ni la destruction des preuves, ni la révélation de tout d'un coup. Il s'agissait de décider s'il laisserait le cycle se perpétuer à travers une nouvelle forme de silence. La maison réagit violemment lorsqu'il toucha le mécanisme. Les voix s'intensifièrent, les murs vibrèrent. Une partie du plafond s'effondra, forçant Madeleine à battre en retraite. Il n'y avait plus aucun doute, c'était le dernier combat. Julien a activé le système. Il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu d'effondrement immédiat, il y a eu une libération. L'atmosphère changea brusquement. Les voix s'éteignirent simultanément. La température se stabilisa. L'espace caché perdit son oppression, redevenant simplement ce qu'il avait toujours été physiquement. Pierre, poussière, abandon. La maison n'est pas morte, elle s'est vidée. Le silence qui suivit n'était ni empreint d'attente ni menaçant. Il était neutre. Pour la première fois, le lieu n'exigeait rien. Julien s'effondra à genoux, non pas de soulagement, mais d'épuisement total. La transformation était achevée. Il n'était plus le lien. Le cycle fut interrompu non par la force, mais par un refus conscient. Et Bordeaux, sans le savoir encore, venait de perdre l'un de ses plus vieux secrets. L'aube arriva sans cérémonie. La lumière inondait la maison Morand comme jamais auparavant, révélant des détails qui semblaient avoir été occultés pendant des décennies. La poussière en suspension dans l'air se dissipa lentement, et le silence qui régnait désormais ne portait plus aucune tension. C'était simplement le silence. Julien passa les jours suivants dans un état d'épuisement profond. Il dormait de longues heures, sans rêve confus, sans réveil brusque. Pour la première fois depuis l'enfance, il se réveilla sans avoir l'impression d'être en retard pour quelque chose qu'il ne comprenait pas. La maison était toujours là, mais sa présence était neutre, presque dénuée de sens. Les conséquences commencèrent à se faire sentir bien au-delà des murs de l'établissement. L'expertise structurelle fut annulée sans explication. À sa place, des rumeurs éparses circulèrent, des enquêtes furent timidement rouvertes, et les rapports, sans nommer personne, évoquèrent des défaillances passées et des responsabilités diffuses. Bordeaux réagit comme toujours, en tentant d'encaisser le choc sans se dévoiler pleinement.
Madeleine reprit certaines de ses activités, désormais en dehors des structures officielles. Son retrait de la vie publique ne fut jamais officiellement annulé, mais cela n'eut plus d'importance. Les documents qu'elle avait envoyés hors de la ville commencèrent à engendrer des répercussions discrètes, mais irréversibles. Il n'y eut pas de procès public d'envergure. Il y eut des révisions, des reclassements, des reconnaissances tardives. Julien décida de ne pas vendre la maison. Il ne chercha pas non plus à la restaurer immédiatement. Certaines parties nécessitaient des réparations urgentes, tandis que d'autres resteraient en l'état. Non par respect pour le passé, mais comme un témoignage des conséquences d'un silence trop long. La transformation du protagoniste ne fut pas célébrée. Il n'y eut aucun sentiment de victoire. Seule la responsabilité s'imposa. Julien reconnut qu'interrompre le cycle n'effaçait pas les dégâts causés, mais empêchait leur perpétuation. Cette prise de conscience influença ses décisions futures, le distançant définitivement du rôle qui lui avait été imposé sans son consentement. La maison n'était plus qu'un lieu, un espace physique qui ne réagissait pas, n'exigeait rien, n'influençait pas les comportements. Paradoxalement, l'absence de charge émotionnelle était le signe le plus manifeste du changement. Les conséquences finales n'ont pas été spectaculaires, elles ont été réelles, et dans ce contexte, c'était suffisant. Le silence qui persistait n'était pas de la complicité, c'était l'heure de la fermeture. Des mois plus tard, la maison bordelaise ne suscitait plus l'attention. Les murs restaient hauts, les façades anciennes, mais rien n'évoquait la curiosité ni le malaise. Pour les passants, ce n'était qu'un vieux bâtiment parmi d'autres dans une rue tranquille. Julien pénétrait rarement dans cet espace caché. Lorsqu'il le faisait, il ne ressentait que la froideur naturelle de la pierre. Aucune pression, aucune urgence. Le lieu avait perdu sa raison d'être. Madeleine a publié de manière indépendante une étude partiale. Aucune accusation directe, aucun nom complet. Pourtant, cela a suffi à soulever des questions qui échappaient au contrôle local. Certaines réponses ne sont jamais venues, et peut-être qu'ils ne viendraient jamais. Mais le cycle fut interrompu. Et parfois, c'était tout ce que la vérité pouvait faire. Si cette histoire a suscité chez vous un sentiment de malaise, de curiosité ou d'inquiétude, ce n'est pas un hasard. Des histoires comme celle-ci existent parce que certains silences ont été entretenus trop longtemps et ne perdurent que tant que personne ne décide de les affronter. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le silence peut-il être une forme de culpabilité ? Pensez-vous que Julien a fait le bon choix en interrompant le cycle, même en sachant que toute la vérité ne serait pas révélée? Si vous appréciez les histoires réalistes, teintées d'horreur psychologique, de mystères cachés et de fins troublantes, aimez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains articles. Chaque article est une invitation à regarder au-delà de ce qui vous a été permis de voir. Et n'oubliez pas, tous les lieux hantés n'ont pas forcément besoin de fantômes. Parfois, ce qui nous hante vraiment, c'est ce qui a été tacitement accepté. But not here right now. It does help me keep calm. Not really. Well, it does. It's cute. Between the different friends that you're going to have. Let's just hope no friend comes and steals all your resources. So good luck on that. Oh. Keep calm. Welcome aboard. It would be nice if they could have gotten GLaDOS to be the voice of your base. And she would judge you at everything you do. And Cake would randomly appear in your base in unexpected places, like on top of the toilet. But then as soon as you approach, the Cake would just get flushed down the toilet. Child, the Cake is alive. You want this link? Okay. Here's the link of this